Je ne sais jamais commencer une réunion. Déjà, j'en ai pratiquement jamais fait. Je suis resté dans l'ombre plus de 30 ans de ma vie pour essayer de donner le travail à des gens compétents, qui le présentent correctement et pas dans leur intérêt, dans l'intérêt de la population. Ça n'a pas toujours été le cas. D'autres personnes ici présentes ont été aussi victimes de cette situation. Alors, je ne sais pas si je dois... Il y a des gens qui ne me connaissent pas, je crois qu'il y a des gens qui arrivent de l'Isère, un petit peu partout. Il y a des gens qui me connaissent. Je vais me présenter, mais avant de me présenter le CJA, on va vous mettre une petite bande sonore qui dure 3 minutes ou 4 minutes. Vous verrez, c'est une voix de femme charmante qui explique un petit peu la situation dans laquelle on est parti aujourd'hui, parce qu'on va dire que tout commence à partir d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à cette journée. Avec mes collègues, nous avons préféré procéder de cette manière. Une bande sonore qui va vous expliquer en quelques minutes la situation. Comme vous l'avez sûrement constaté, nous ne sommes pas loin et restons évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Car aujourd'hui, nous sommes à la toute dernière étape d'un projet capital que nous considérons comme une grande première. En effet, il s'agit de finaliser un dispositif inédit qui vient couronner des années d'efforts, de recherche, de conviction partagée et de fidélité à une idée essentielle que vous partagez également. Et c'est sûrement pour cette raison que vous êtes là aujourd'hui. Préserver et défendre notre identité culturelle, un héritage qui nous unit dans l'histoire et notre patrimoine. Le projet entre maintenant dans une phase technique, mais décisive. Pour des raisons que vous comprendrez, je n'en doute pas, nous ne pouvons en dévoiler publiquement ni la structure, ni la stratégie. Non par goût du secret, absolument pas, mais parce que notre efficacité repose sur la maîtrise du calendrier et de la forme. Ce dossier, c'est l'outil juridique et historique le plus abouti et le plus puissant que nous ayons jamais engagé. Il est opérationnel, structurant et engageant. Dès lors, il nous faut aujourd'hui définir les personnes qui souhaitent apparaître comme membres constituants. Cette responsabilité implique plus qu'un nom. Elle implique engagement, finance, présence et loyauté envers le groupe au sein de cette structure. Je vous le dis sans aucun détour, ce projet n'a pas besoin de spectateurs, ni de détracteurs. Il a besoin d'acteurs. Nous avons trop vu de gens regarder pendant que d'autres faisaient. Ce temps-là est révolu. Aussi, si vous souhaitez être associé à cette dernière étape et apparaître officiellement dans les documents constitutifs, manifestez-vous clairement dès aujourd'hui. La Savoie est déterminée et impatiente de franchir cette ligne d'arrivée avec vous, pour enfin déposer un avis consultatif auprès des instances internationales. N'oubliez jamais que vous, le peuple, vous êtes le fusible qui peut et qui fera sauter les plombs de la République en territoire de Savoie. Nous ne construisons pas une salle d'attente. Nous avançons vers un rendez-vous historique. Ceux qui s'engagent aujourd'hui écrivent l'histoire. Les autres la liront demain. Je vous souhaite une très très bonne journée. On va faire ce petit résumé historique et on reprendra les questions-réponses juste après. N'hésitez pas. On espère pouvoir répondre à là-dessus. Ouais. Donc moi, je vais vous lire une histoire en fait qui va remettre les choses en contexte du début. Donc, comme il a dit, marcher sur le plate-bande de Claude Dufour, mais on va partir de la Savoie à partir de 1718. Il était une fois au cœur des Alpes, une terre de montagne et de tradition, la Savoie. Mais la Savoie aujourd'hui n'est qu'une fraction d'un héritage bien plus vaste,
l'ancien État savoisien qui, avant 1860, ouvrait d'un seul tenant le duché de Savoie, le comté de Nice, le Piémont et la vallée d'Aoste. Et c'est à partir de 1815 que la Ligurie entre avec l'ancienne République d'Eugène, verrouillant tous les grands passages alpins et contrôlant l'accès à la mer. En 1718, le traité de Londres offrit au duc de Savoie la couronne de Sardaigne. L'arc alpin, lui, resta continental. Seule l'île fut ajoutée. 42 ans plus tard, la frontière de 1760 grava dans la roche la limite franco-sarde. Puis le congrès de Vienne de 1815 promit la neutralité du Chablais, du Genevois, du Faucigny, de la Haute-Savoie et d'une partie de la Savoie-Brune, tandis que le statut albertain de 1848 accorda enfin voix et droit aux Savoisiens. Mais déjà 3 siècles plus tôt, les Savoisiens avaient ressenti un premier abandon de leur maison souveraine. En 1563, Emmanuel Philibert, récupérant ses États après l'occupation française, décida de transférer la capitale à Chambéry, à Turin. Ce déplacement du centre névralgique des États de Savoie d'un versant à l'autre des Alpes marqua profondément les populations savoyardes. Chambéry, capitale historique depuis des siècles, se voyait reléguée au rang de simple ville régionale. Les Savoisiens découvraient ainsi que leur région, jadis cœur du pouvoir, devenait l'excroissance d'un Piémont expansionniste tourné vers la plaine padane. Un sentiment de délaissement et d'abandon commençait à naître chez un peuple pourtant réputé pour sa fidélité légendaire envers la maison de Savoie. Au XIXe siècle, l'Europe est bouleversée par les guerres et les révolutions. Dans l'ombre des grands jeux diplomatiques, un autre réseau d'influence s'affirme, les loges maçonniques. Dès le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie s'implante en Savoie, à Chambéry, notamment où se crée la loge de la sincérité, autour de Joseph de Maistre. Bien que la franc-maçonnerie soit alors un mouvement intellectuel et humaniste, certaines loges deviennent au fil du temps des lieux de réflexion sur la modernité et la réforme des institutions. À l'approche de l'annexion, les loges maçonniques jouent un rôle discret mais notable dans l'évolution des idées. À Paris et dans les grandes villes françaises, des francs-maçons savoisiens participent à la réflexion sur l'avenir de la Savoie. Leur influence bien réelle reste cependant limitée par rapport au clergé et aux notables locaux. Mais ils contribuent à diffuser l'idée de progrès et de modernité souvent associée à l'adhésion à la France. Le Second Empire, qui utilise tous les relais possibles pour influencer l'opinion, s'appuie parfois sur ces réseaux pour faire valoir ses arguments. Ainsi, certains francs-maçons, par conviction ou par intérêt, deviennent des relais de la propagande annexionniste, relayant dans les cercles lettrés l'idée que leur attachement à la France serait un vecteur de progrès social et économique. En juillet 1858, à Plombières-les-Bains, Napoléon III et Cavour concluent secrètement les accords qui décideront du sort de la Savoie et de Nice. L'entrevue secrète des 20 et 21 juillet 1858 pose les bases d'un marché. La France soutiendra militairement l'unité italienne contre l'Autriche. En échange de la Savoie et de Nice, cette convention secrète est officialisée le 16 décembre 1858, puis ratifiée par le traité d'alliance militaire de Turin en janvier 1859. Dès cette époque, une vaste opération d'ingénierie sociale française se met en marche. Le Second Empire mobilise les Savoisiens de l'extérieur, ces émigrants établis à Paris, Lyon ou Genève, pour mission d'influencer leurs compatriotes restés au pays. Des commerçants installés dans la capitale sont envoyés aux frais du gouvernement dans leur village pour prêcher l'annexion. Les loges maçonniques à leur échelle participent à ce mouvement même si leur influence reste modeste par rapport à celle du clergé et des autorités locales.
Cette instrumentalisation de la diaspora savoisienne et des réseaux intellectuels préfigure les techniques modernes de manipulation de l'opinion publique. Le 24 mars 1860, le traité de Turin entérine la cession. Le même jour, Cavour adresse une lettre secrète à Napoléon III, révélant que l'annexion était décidée d'avance et que le plébiscite ne serait qu'une formalité pour légitimer cet accord secret. 1er avril, Victor Emmanuel II libère les Savoisiens de leur serment de fidélité, ouvrant un vide juridique que le plébiscite, tenu sous occupation française les 22-23 avril, ne combla jamais. Un exemple, à Baugève, 171 oui sortirent pour seulement 163 inscrits. Ah oui. Bon. Alors, ce geste du roi, la levée de serment, est un acte fondateur, mais aussi une blessure profonde qui ravive 3 siècles de délaissement. Cette fois, le sentiment de trahison atteint son paroxysme. Pour la première fois de leur histoire, les Savoisiens, réputés pour leur fidélité légendaire envers la maison de Savoie, malgré l'abandon de Chambéry au XVIe siècle, se sentent définitivement trahis et abandonnés par leur souverain. Ils découvrent qu'après avoir perdu leur statut de capitale, ils servent désormais de monnaie d'échange dans les grands jeux diplomatiques, sacrifiés sur l'autel de l'unité italienne. L'effacement méthodique de l'identité savoisienne commence dès 1860. La République française déploie une véritable ingénierie sociale d'uniformisation linguistique et culturelle qui se développera par étapes. De 1860 à 1870, les premières mesures d'assimilation, remplacement immédiat des fonctionnaires savoisiens par des Français. Introduction du système scolaire français avec l'interdiction progressive du franco-provençal. Manipulation de l'opinion par la presse française implantée en Savoie. 1870 à 1914, l'assimilation forcée systématique. Dans les écoles, les instituteurs, véritables agents de l'assimilation républicaine, interdisent systématiquement le franco-provençal. Les enfants sont punis, humiliés, contraints de porter le signal de la honte. S'ils prononcent un seul mot de leur langue maternelle. Les manuels scolaires sont réécrits, excitent les allobroges, place aux ancêtres les Gaulois. Enrôlement forcé des Savoisiens dès 1870, violant la neutralité du Chablais, du Genevois, du Faucigny, de la Haute-Savoie et d'une partie de la Savoie propre garantie en 1815. Arrive 1919, où il y a la suppression unilatérale de la zone franche. La France élimine ce dernier vestige des accords de 1860 sans consultation populaire. En 1938, alors que l'Europe s'enfonce dans la crise, le roi d'Italie, héritier direct du royaume de Sardaigne, promulgue le décret royal numéro 1415. Ce texte officiel, signé par le souverain italien, reconnaît la neutralité permanente de la Savoie et Nice. Il interdit toute présence militaire étrangère, toute opération de guerre, toute utilisation de ces territoires comme base stratégique. Ce décret, jamais abrogé, reste un fondement juridique majeur pour la défense des droits de la Savoie et Nice. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies est créée. L'article 102 de la Charte de l'ONU exige que tous les traités internationaux soient enregistrés pour être valables. Mais le traité de Turin n'est pas enregistré dans les délais. En 1947, la France tente de régulariser mais commet des erreurs. Elle notifie le traité de 1760, le traité des limites franco-sardes, au lieu de celui de 1860, et ce, hors délai. Dès 1946, l'Assemblée générale des Nations unies adopte 2 résolutions majeures. La résolution 23I, du 13 février 1946, rappelle que les annexions territoriales effectuées sous contrainte ou sous consultation libre des populations sont contraires au droit international. La résolution 97I du 10 février 1946 impose l'enregistrement des traités et accords internationaux auprès du secrétariat général de l'ONU,
faute de quoi ils ne peuvent être invoqués devant un organe de l'ONU. Mais voilà un paradoxe. La levée de serment de 1860 a libéré les Savoisiens de leurs liens dynastiques. Pourtant, l'Italie, héritière du royaume de Sardaigne, pourrait théoriquement invoquer un droit de suite sur la cession était déclarée nulle, puisque la neutralité royale de 1938 n'a jamais été dénoncée. Face à cet effacement, un groupe de citoyens décide de réagir. Il crée le comité juridique d'autodétermination. Ce comité évite intelligemment l'écueil de l'article 34 du statut de la Cour internationale de justice, qui stipule que seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Contrairement au gouvernement autoproclamé, qui se heurte à cette barrière infranchissable, le CJA adopte une stratégie juridique différente. Il se présente non pas comme un gouvernement, mais comme une structure civile documentée, une structure collégiale. Cette approche lui permet de contourner l'article 34 en empruntant la voie de l'avis consultatif. Ce comité n'est donc pas un gouvernement autoproclamé, mais une équipe de citoyens, d'historiens, de juristes, d'acteurs de patrimoine, qui veulent que justice soit faite. Ils veulent restituer la vérité historique, valoriser le patrimoine vivant, créer des outils de transmission et construire un réseau transfrontalier pour relier les anciens territoires sardes de la Savoie au Piémont, du Léman à la Méditerranée. Aujourd'hui, le comité continue d'écrire cette histoire. Il prépare sa structure, son adhésion à des instances internationales et veut clarifier le statut de la Savoie devant les juridictions compétentes. Cette histoire est celle de la résistance pacifique, de la transmission et du dialogue. C'est l'histoire d'un peuple qui refuse l'oubli, qui veut transmettre sa mémoire à ses enfants, qui demande simplement que justice soit faite. Voilà l'histoire du comité juridique d'autodétermination de la Savoie des origines à aujourd'hui. Une aventure collective pacifique fondée sur le droit, la mémoire et le patrimoine. Ensemble, écrivons la suite de cette histoire. Ah, ok. Voilà, vous avez un petit peu compris ce que Julien a voulu vous faire entendre. Le CJA, c'est un comité juridique d'autodétermination. Je parle de l'autodétermination, d'indépendance, d'autonomie, ce n'est pas ça. On est autodéterminé dans la procédure qu'on est en train de mettre en place, tout autant vous que nous. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu, et je ne le critique pas, attention, hein, j'ai entendu qu'il fallait éviter de passer par l'Europe, par l'international. C'est une erreur, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par l'international, puisque la réunion, ce qu'on dit annexion très souvent, en fait c'est un traité de réunion territoriale, il est international. Donc on est obligé de passer par l'international pour régler le problème de la source. C'est le rapport Rochambeau en fait. Retour à la source du délit, du 24 mars 1860. Voilà. Donc on ne peut pas faire autrement, on passera donc par le droit international et le droit européen, bien sûr, s'il y a besoin étant exploité. Voilà. Donc, le CJA, c'est un collégial, horizontal. Toutes les personnes qui adhéreront à ces structures juridiques seront porte-parole du dossier, de la Savoie qu'ils défendent. Tout le monde a le même niveau, il n'y a pas de président, il n'y a pas de vice-président, personne n'est autoproclamé, on a tous notre opinion à dire, et c'est à la majorité que les choses se décident, que les actes se décident et les courriers se font. Voilà comment on travaille aujourd'hui. Évidemment, vous l'avez entendu tout à l'heure sur la petite voix, on ne peut pas dévoiler certaines choses, puisque cette réunion pour nous, je dirais, des fois on n'en est pas, mais elle est un petit peu trop tôt, puisqu'on est dans la transmission des dossiers pour l'inscription au niveau international de la Savoie, par l'intermédiaire du CJA, et le problème, c'est qu'on ne peut pas dévoiler auprès de qui on est enregistré, quel pays, et le reste de la procédure. Donc, vous comprendrez que c'est pas pour ne pas vous le dire, mais c'est parce que il ne faut pas que c'est filmé, il ne faut pas que les infos remontent là où il ne faut pas qu'elles remontent, tout simplement. Mais le travail juridique, à notre avis, je pense que mes collègues sont d'accord, il est bien abouti. Oui, bien sûr. Hein. Oui, il va y avoir plusieurs commissions dans ce comité, des commissions de santé, des commissions juridiques, diplomatiques, des commissions
de projets de société. Moi, les constituants, ce que vous avez fait est formidable. Comme disait Hervé aussi, il y a un idéal, il y a ce qu'on peut faire et ne pas faire. Mais pour présenter ça à la population, c'est parfait, parce que qu'est-ce qu'on veut après, qu'est-ce qu'on veut une fois qu'on est sorti de ce bourbier. Donc il y a ça. Nous, on apporte la solution pour en sortir. En tout cas, on fait le maximum pour. Et donc après, il faudra aussi un audit économique, des audits économiques pour savoir si on a la possibilité économiquement de prendre notre indépendance. Bon, c'est ce que tous. Mais... Ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est très intéressant. C'est une avance sur ce qu'il va y avoir à faire dans les mois à venir, éventuellement. C'est très bien d'avoir fait. Je parle de ce que j'ai fait depuis ces années. Quand j'allais voir la justice disait systématiquement, de toute façon, les traités antérieurs à la Charte de l'ONU ne doivent pas être enregistrés à l'UNTC auprès de l'ONU. Or, j'ai fouillé des années pour trouver, j'ai fini par trouver ces deux résolutions qui prouvent totalement le contraire. Tous les traités signés, donc entre la France et l'Italie, c'est ce qui nous concerne, doivent être enregistrés, qu'ils soient postérieurs ou antérieurs à la Charte de l'ONU. Donc l'argument de la République française tombe, mais c'est celui qu'elle a amené par l'intermédiaire d'un avocat à l'époque devant le Conseil d'État, je crois, en cassation, pour faire un rapport, pour faire une jurisprudence qui aujourd'hui malheureusement la France utilise, puisqu'elle n'est pas contrée. Il faudrait faire une nouvelle jurisprudence avec ces deux résolutions qui cassent la jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence Revol, je crois, à l'époque. Combien d'années c'était 2000. Voilà. Donc, ça nous arrange pas, mais bon, de toute façon, aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place va passer au-dessus de toutes ces erreurs qui ont été commises et que certains commettent encore aujourd'hui en s'autoproclamant. On ne peut pas déclarer, je vous laisserai poser des questions tout à l'heure, je vais juste dégrossir un petit peu, on ne peut pas déclarer l'indépendance de la Savoie, puisque la Savoie est déjà indépendante, elle appartient déjà à un État. Julien l'a expliqué tout à l'heure, la Savoie, au moment de sa réunion en la France en 1860, appartenait déjà à un État. Il faut juste réveiller aujourd'hui juridiquement avec des éléments juridiques et historiques qui peuvent le démontrer. Alors, la Savoie était sarde en 1720, traité de Paris 1718, traité de Londres en 1720, échange de la Sardaigne et de la Sicile. La Savoie récupère la couronne de Sardaigne, les États sardes, le royaume de Sardaigne, donc la constitution de Savoie est effacée, une nouvelle constitution est créée, la Savoie n'existe plus à ce date, il faut bien l'entendre de cette manière-là. Sa constitution, elle est gardée par la maison de Savoie, elle est prise en compte, et ils ont recréé la constitution des États sardes en tenant compte de la constitution de Savoie. Donc ça, c'est la suite, mais la Savoie, on peut plus dire qu'aujourd'hui on déclare l'indépendance de la Savoie, c'est une erreur, et cela arrange bien la République, que certains disent ceci, puisque ce n'est pas le chemin à suivre. Le chemin à suivre, c'est de demander la restauration aux sources, retour aux sources. Et retour aux sources, aujourd'hui, ce sont les États sardes, le royaume de Sardaigne. En fait, vous êtes de nationalité sarde. Et tous, on va dire, vous allez dire, c'est pas le problème pour moi. Mais je veux dire, vous êtes de nationalité sarde, vous dépendez encore du droit sarde. C'est très spécifique. En plus, c'est le premier document que j'ai eu dans ma vie, dans les mains. C'est marqué dedans, c'est l'article 6, en plus, c'est incroyable. Il préjugeait pas du fait que la France n'allait pas enregistrer Thierry Besançon. Ça, c'est un document que j'ai eu en 2009, le 4 mars. C'est toujours eu, Jean Démingron l'a eu aussi, en décembre, et je crois qu'il l'avait fait avant avec M. Rouillet, à Nice. Je demandais l'enregistrement par mail à Arturo Roquenset, qui était responsable du bureau des enregistrements à l'époque, avec Annabelle Rosenbout. Je leur ai demandé l'enregistrement du traité de réunion, est-ce qu'il existe? Bureau d'enregistrement de l'ONU. De l'ONU, l'UNTC, Voilà, ouais, de l'ONU, excuse-moi, oui. Et donc, ils m'ont dit, oui, le traité de paix, du 10 février 47, est bien enregistré sous le numéro I-747, ce que vous avez tous constaté. Donc ça, je l'ai eu en 2009, le 4 mars. Et par contre, ils me disent, ah, mais le traité de 1860 n'est pas enregistré. Non, aucun numéro d'enregistrement. Le traité n'a jamais été enregistré. Donc, ce qui nous ramène à l'article 6 de cette feuille que j'ai eue. Et après, je vous expliquerai un petit peu mon chemin. Comment j'ai été informé de tout ça, de ce document surtout. Article 6. Les sujets sardes originaires de la Savoie, de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalité sarde
Donc on était bien ça, on est bien d'accord. C'est un document officiel RGPF de la République française. Jouiront pendant l'espace d'un an à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable. Donc, dans tous les traités, ça se fait comme ça aujourd'hui. Ça se fera pour nous quand on signe la Savoie de la France. Je le enlève, mais quand la Savoie sortira de la France, il y a toujours une marge d'une année de 12 mois pour le temps de procédure administrative. Donc, pendant l'espace d'un an, à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable. Qui a fait cette déclaration à l'époque, hormis les gens qui voulaient rester proches de la maçonnerie, proches des magistrats, des syndics et autres postes très importants. Faites à l'autorité compétente de la faculté de transporter le domicile en Italie et de s'y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue. En fait, on pourrait dire que ça donne pas de réponse, mais si, en fait, parce que aujourd'hui, vu que le traité n'est pas enregistré, cet article 6 est toujours valable. Et il n'y a pas un an de délai. Personne n'a demandé cette nationalité française. Si vous revenez au Code civil de 1804, Napoléon Ier, pour être français, il faut la demander, la nationalité. Là, elle n'a pas été demandée, elle était imposée par un plébiscite truqué. Ils ont jamais demandé aux gens d'aller, à l'époque, c'était dans les églises, d'aller dans les églises et de dire, venez demander votre nationalité française. Jamais. Si on reprend l'article 6 du traité de Réunion, c'est très clair, vous êtes toujours sarde, vous êtes toujours propriétaire de vos propriétés. Vous dépendez toujours du code sarde de 1770, le code civil. Vous dépendez du code sarde de 1848, 4 mars, je crois, si je me rappelle bien. Voilà. En fait, vous dépendez tous ici présents, tous les gens qui sont en Savoie, côté de liste, dépendent du code sarde actuellement. Vous ne dépendez pas du code italien, vous ne dépendez pas du code français. Vous n'avez pas la nationalité française, vous ne l'avez jamais eue. Et vous n'avez pas la nationalité italienne, et vous ne l'avez jamais eue. Et c'est pas parce que l'Italie a un droit de suite pour ouvrir le dossier devant les instances internationales que vous aurez l'identité italienne comme certains le disent. Totalement faux. Vous êtes sarde. Vous gardez ça en vous, vous êtes sarde. Vous avez retrouvé vos racines, vous les avez, il faut juste vous les faire appuyer. C'est à vous de faire le travail. C'est le collégial que nous avons monté, le CELIA, c'est votre collégial. Tous ici présents, vous pouvez, pour l'instant on attend les réponses, vous pouvez adhérer. Je ne sais pas de quelle manière encore, c'est pas moi qui le décide, ce n'est pas Julien, ni mes collègues, c'est l'international qui va nous répondre. Ça passe dans les mains de notaires, c'est un dossier qui est, j'ai travaillé sur ce dossier pendant des années, je l'ai connu en 1985, et là je viens un petit peu à l'histoire de mon chemin, parce que je crois qu'ils me le demandaient, c'est très important, ceux qui ne me connaissent pas. J'étais gardien d'un fort à Tamier, à côté de l'abbaye des Moines, et j'ai rencontré un monsieur, bon bref, il a passé 3 jours avec nous dans le fort, et ce monsieur m'a dit, un jour Serge, je te donnerai un document qui est celui-ci, là, et donc il y a sa griffe en haut, il l'a rejoint, ça c'était en août 85, et le 11 septembre 85, je reçois une enveloppe avec les plans du fort, et puis une enveloppe avec un message, et quelques documents qui pourraient vous intéresser. Il met dessus, c'est la suspension du traité de la Réunion de la Savoie, de juin 40 à 1948. Et là, 8 ans. Et je me dis, à l'époque, j'étais bûcheron, je travaillais pas du tout dans le domaine de la recherche historique. Je ne connaissais pas l'histoire de la Savoie à l'époque. En 85, j'avais 25 ans. J'en ai 65 aujourd'hui. Donc, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, comment on peut suspendre un traité qui date de 1860, en 1940? Puis je me suis juré d'essayer de prouver, le pourquoi du comment. Ce que j'ai réussi à faire avec plus de 30 ans de recherche, avec l'aide de nombreuses personnes, qui sont présentes encore aujourd'hui, certains qui m'ont rejoint dans le temps, d'autres m'ont lâché, d'autres ont trahi, vous connaissez la maison, vous connaissez ce que c'est. C'est énorme, c'est ce qui fait le plus de mal à la Savoie aujourd'hui, ce qui fera encore plus de mal au monde à la Savoie demain. Parce que la trahison, vous allez le connaître, si vous rentrez dans la CJA, vous allez être attaqué de toutes parts, et c'est une chose qui est pas facile à vivre, mais quand on s'y habitue, on n'y fait plus attention en fait. J'y fais plus attention. Souvent on me dit, attention à lui, attention à telle personne. Non, la Savoie c'est pas ça. La Savoie c'est, on avance, on a la vérité, on a le droit avec nous, on a le dossier, on a la structure. Il y a les gens,
Mais les gens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas informés. Donc les gens, il va falloir les informer, parce que leur histoire, ils ne la connaissent pas. Claude, il fait un magnifique travail, je l'ai déjà rencontré au Château de Levely, il fait un super travail pour l'histoire de la Savoie. Je travaille un peu sur le dossier de l'histoire de la Savoie, je suis représentant de son Altesse Aymon par l'intermédiaire d'un crochet réel, mais je ne connais pas le nom de tous les rois, les dates, je ne m'y perds pas. J'ai beaucoup trop travaillé avec le dossier juridique pour perdre dans l'histoire de Savoie. Je laisse cette spécialité avec des gens qui sont très compétents pour le faire. Ce n'est pas mon domaine, je ne le cache pas, ce n'est pas mon domaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, le pouvoir de libérer la Savoie, c'est uniquement le peuple qui peut le faire. Souvent, oui, je suis proche de l'avocat de Aymon, de la famille d'Adaos, proche, attention, je ne l'ai jamais rencontré, mais proche dans le dossier. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Mais il n'a pas de pouvoir. Beaucoup de gens malveillants qui se sont proclamés président ou autre ont dit on allait remettre une monarchie en ce moment. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On va pas remettre la monarchie. De toute façon, il faut savoir une chose, je vous donne la parole après, c'est que Aymon a un pouvoir et un devoir historique, mais absolument pas juridique ni administratif. Il ne peut rien faire sans votre accord. Le seul pouvoir administratif et juridique, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui décidez. Et si vous voulez que la Savoie retrouve ses racines et qu'elle reparte de ses sources, vous aurez besoin des Savoie, puisque ce sont, à cette époque, en 1720, eux qui donnaient les rênes de la maison. Voilà. Je laisse la parole. Est-ce que tu peux préciser qui est Aymon dont tu parles? C'est le prince, son Altesse royale Aymon de Savoie, qui est héritier de la maison de Savoie. Voilà. Donc, qui est le cousin de la famille du roi d'Italie, Emmanuel Philibert. Voilà. Qui eux ont quitté tout pouvoir. C'est battu pour garder le nom de ça. Il s'est battu. Alors, avant, monsieur, il faut revenir sur le traité d'annexion, l'article 1er, qui est très clair. Je cède, c'est Victor Emmanuel qui le dit, je cède les biens pour moi, les miens et mes descendants à Napoléon III. Donc, il a tous cédé ses titres, pouvoir, bien, Napoléon III. Lui ne peut plus s'indigner, ne peut plus revendiquer la Savoie. On est d'accord. Par contre, la famille d'Aoste, elle ne peut pas le faire, elle peut le faire, mais elle ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas de pouvoir juridique, elle a un pouvoir historique. Si le peuple qui a un pouvoir juridique avec la levée de serment du 1er avril 1860 qui avait été préparé par Victor Emmanuel le 31 mars, un jour avant, il a été élu à 12h15 au tribunal de la cour d'appel de Chambéry un dimanche, par Cavour, qui notait le notaire du roi à l'époque, bien sûr, donc il disait tous les actes notariés, et donc les décrets, les arrêts, et autres choses. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple, vous avez le pouvoir, Aymon peut vous donner un coup de main, mais si vous voulez le faire seul, vous pouvez. Je ne sais pas si ça prendra moins de temps ou plus de temps, mais vous pouvez le faire. Le problème que l'on a aujourd'hui au Savoie, c'est l'union. L'union dans la compréhension du dossier et dans l'histoire. Beaucoup veulent être indépendants, autonomes, savoisiens, fermer les frontières, ouvrir les frontières. Non, aujourd'hui, il y a un texte. Ils sont écrits, les textes. Ils sont là. Si on veut les faire appliquer, on passe par ces textes avec la loi actuelle pour remettre en place l'histoire, tout simplement. Je ne suis pas en contact direct avec Aymon. Aymon, je vous dirais franchement, s'il était d'accord pour le faire, il me le dirait non. Il ferait même un courrier à l'inverse. Il écrirait qu'il ne veut pas récupérer le savoir. Alors moi, pour éviter un conflit international. Moi, je peux te dire qu'on a parlé tout à l'heure de Catherine de Stirom, je ne pas dire ça, Limbourg-Stirom, qui a entendu parler que vous vouliez entrer en contact avec le duc Aymon, c'est son cousin Germain. Elle lui a envoyé un mail que j'ai vu la réponse. Il lui a expressément dit qu'il avait déjà répondu à de nombreuses reprises par l'intermédiaire de son avocat, qu'en aucun cas il ne pouvait et qu'il ne voulait pas. C'est écrit, et je pense que je suis pas la seule à avoir vu ce mail. Non, tu es pas la seule, je l'ai, j'ai même un courrier, je t'ai circulé le micro. J'ai même des courriers, puisque je travaille avec son avocat, puisque Fabrizio était l'avocat de son père, qui est décédé en 2021. Donc, je connais très bien, oui, je suis informé de tout ça. Mais quand vous voulez avancer, c'est-à-dire que nous, pour vous présenter ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on l'a pas dévoilé. On n'a pas été le crier dans les rues, on n'a pas sorti des papiers, on n'a pas été, on a gardé ça secret.
pour arriver à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à quelques mois, pour ne pas dire semaines, d'un résultat positif. D'une reconnaissance internationale par l'intermédiaire, pas le pays, bien sûr, mais l'organisation, le collégial qu'on est en train de monter, peut et doit normalement, sans aucun problème, être reconnu. On a reçu un courrier il y a pas très longtemps qui nous demande de remplir le formulaire d'inscription. Donc, nous sommes en pleine démarche, mais voilà. Non, non, mais ça, vous savez, ça a été une guerre de personnes, je ne veux pas citer les noms, beaucoup le connaissent. Ils se sont proclamés, j'ai travaillé avec eux aussi, je crois que tu as dit tout à l'heure que tu as travaillé avec eux, tu t'es fait, t'es expulsé. Moi, j'ai été le premier, je crois, à être expulsé. Après, ils ont récupéré une partie de mes dossiers. Le problème, c'est que tous mes dossiers, je les répertorie avec une étoile et un numéro qui nous amène à un livre. Donc, moi, je peux sortir les sources. Eux, ils ont des données, mais ils n'ont pas les sources. Si vous voulez prendre la justice avec un argument, il peut sortir. On peut sortir les mêmes arguments que j'ai là. Okay? Sauf si vous ne mettez pas les sources, qu'elles ne sont pas en officiel, ce n'est pas reconnu au niveau international. C'est du vent. Oui. Ouais, sur la marche. J'ai démissionné, j'ai pas été exclu, donc j'ai volontairement démissionné au bout d'un mois, justement parce que le peuple n'y était pas. Et ensuite, évidemment, j'ai démêlé les mensonges et les manipulations. Donc aujourd'hui, on arrive, je dirais, dans un travail de vérité. Ce qui me plaît beaucoup, c'est cette sérénité que j'entends là. Tu vois, parce que pendant des années, on a été passionnés, on s'est battu, on est face à des gens corrompus, pervers, tordus. Et nous, aujourd'hui, maintenant, on a décidé d'avoir un chemin de clarté et de sérénité. Et c'est ça que j'entends, en fait, quand j'entends ce que tu dis. C'est qu'aujourd'hui, les choses sont posées, sont à plat. On avance. Après, on est tous invités à choisir, à faire un choix et à s'engager. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de, je vais aller faire cramer un radar, ou je vais aller me battre avec la police, ou je vais aller brailler je ne sais quoi, je suis savasien et je bouffe des bio. Là, on est posé, il se passe quelque chose, on retourne aux sources du droit, en même temps on retourne aux sources du droit de sa voix et de son histoire. Après, libre à nous de le suivre ou pas. L'autodétermination, il y a plusieurs moyens de l'obtenir, les bons et les moyens, et les mauvais, mais l'état de droit, l'état de Savoie de droit sarde existe, et nous sommes donc des Savoisiens de droit sarde. Et ça existe depuis 1720, mais c'est cette date-là, ce vide de 48, de 40 à 48. De 40 à 48 qui ont fait la révélation, en fait. C'est à ce moment-là que, ah oui, mais attends, là, c'est qui tient la boutique? Personne. L'état de Savoie de Droissard, il est là. Et à cette époque-là, à la limite, ceux qui en étaient, comment dirais-je, conscients, auraient pu récupérer la mise sans passer par tout ce que nous sommes en train de faire. À ce moment-là, ils se disaient, l'état de Savoie de Droissard est vivant. Là, ils auraient presque pu faire un travail de référendum et d'aller chercher à réaliser un gouvernement. Tu as raison, Hervé, et en plus, ça s'est fait. Ça s'est fait. Sauf que nous étions dans une période de début de la Deuxième Guerre mondiale, et il y avait le fameux mot fasciste qui rentrait en ligne. Donc, comme le gouvernement qui l'a réclamé avait un ministre de cette étiquette-là, tu vois, il a pu le réclamer pendant, on va dire, 4 ou 5 mois, il a pu maintenir. On appelle ça une effectivité, il a pu la maintenir, mais il n'a pas pu la garder, puisqu'après, la France a fait en sorte de déclencher la guerre à l'Italie, en violant ses frontières, le 29 mai, c'est-à-dire 11 jours avant le 10 juin. Le jour de la fête religieuse en Italie, où l'armée, les écoles, les commerces avaient obligation d'être fermés, et donc tous les régiments étaient redescendus en peine pour faire les défilés. La France en a profité pour excuse d'aller protéger les alpagistes parce qu'ils étaient menacés par leur défense, par leurs soldats, par leur nation, ce que les propos. Et donc, l'armée a profité avec 150 000 hommes de monter sur les frontières des Monsny, du Petit-Saint-Bernard, de se mettre en position. Et quand les soldats italiens sont revenus le lendemain, ils avaient une force armée en face d'eux. Et donc, ils n'ont pas pu récupérer une partie du territoire. Donc, ils n'ont pas effectué une effectivité assez longue
Voilà. En fait, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, cette effectivité, la France ne l'a jamais manifestée. Alors, l'effectivité, c'est le fait d'occuper une administration, un territoire depuis un certain temps et que personne ne se manifeste. Donc, aujourd'hui, il faut arriver à prouver que la population de Savoie, ou Sardes à l'époque, s'est bien manifestée, ou italienne, s'est bien manifestée pour récupérer ces terres, mais malheureusement, ça n'a pas été suivi de résultats positifs, ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui. Voilà. Bon, le travail, on est en train de le faire, il est fait, on a découvert beaucoup de choses, et on a découvert ce que Julien vous parlait tout à l'heure, cette fameuse neutralité. On a déjà la neutralité, 1814, 1815, Vienne, Versailles, on est d'accord, ça fait du mal à la République française et à Napoléon à l'époque, puisque les Autrichiens sont rentrés jusqu'à Lyon, jusqu'à Paris, jusqu'à Versailles, c'est pour ça que vous avez un aigle autrichien à l'entrée sur le marbre au château de Versailles. Donc ça les blesse beaucoup, ils ne peuvent pas l'enlever. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en 1958, les fameux accords secrets, pour repousser les Autrichiens? C'est une vengeance d'ego, tout simplement. On est toujours dans l'ego et dans la méchanceté. Et ils ont, Napoléon dit, je vais vous aider à créer un pays, mais vous me donnez la Savoie et Nice en échange et on repousse les Autrichiens avec vous. Donc, était de Zurich, 1859, en 1859, je crois qu'il y en a deux, le 10 et le 11, c'est l'article 5 qu'il faut retenir, l'article 5 qui dit que c'est un traité bilatéral, tripartite, c'est très rare, hein. C'est ou multilatéral, ou tripartite, ou bipartite. Mais là, c'est bilatéral et tripartite, c'est-à-dire que Napoléon s'engage à repousser les Autrichiens, à redonner la Lombardie à l'Italie, et en contrepartie, Victor Emmanuel nous donne la Savoie et Nice. Voilà, donc ça, c'est l'article 5. Mais le traité était signé entre l'empereur d'Autriche et l'empereur de France à l'époque. Donc, bipartite. Mais il y avait une troisième personne, ce sont les accords de Bréguière du 21 juillet 1858. Tout simplement, qui se réalisait. Voilà. Pour ça, petit détail, mais ça, important de savoir. Et la deuxième chose, c'est cette fameuse neutralité que je vous parlais de 1815. Aujourd'hui, elle est importante. Elle est utile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la France veut l'année prochaine faire le G7. C'est ça? Je ne me trompe pas? Ouais. C'est ici qu'a été signé les accords de la libération de l'Algérie. Les Algériens, tellement ils avaient confiance dans la République, ils ne dormaient pas et ne mangeaient pas à Évian. Ils arrivaient avec leur nourriture qui était préparée en Suisse, en face de c'est Lausanne. Ils dormaient à Lausanne, ils mangeaient à Lausanne, ils amenaient la nourriture, mais ils ne prenaient rien de peur d'être empoisonnés. Faut le savoir, quand même, hein. C'est l'histoire qui me le dit, hein. Je ne l'ai pas inventé, hein. C'est écrit dans les livres. Voilà. Il y avait eu l'attentat, le maire d'Évian, il est mort. Ah, je ne l'ai pas lu, ça. Je l'ai pas lu. Oui, d'ailleurs, c'est à l'initiative de l'Algérie qui va demander que les accords soient signés à Évian, puisque la Savoie est neutre. Tout à fait. Ils utilisaient cette neutralité. Ce qui n'était pas dit à cette époque, donc là nous sommes en 1962, c'est ça, 62, ce qui n'était pas dit, c'est que depuis 1938, il y avait une loi de guerre qui était valable en France et en Italie. Ça voit justement chez moi, mais je n'ai plus les vérités. Alors, cette loi de guerre, la France l'a créée le 11 juillet 1938. Mais l'Italie l'avait créée le 8 juillet 1938. 3 jours avant. Cette loi de guerre, il y a des décrets 566, 564, mais enfin, on a tout noté, j'ai une petite gazette que je publie, je mets dedans, et là, je l'ai dévoilé. C'est ouvert au public. En fait, tous les territoires qui appartiennent, je reviens sur la loi de guerre française, il faut savoir qu'en 2004, ils l'ont abrogée. En 2004, c'est pas prévu. Ils l'ont abrogée, elle n'existe plus. Par contre, les Italiens ne l'ont jamais abrogée. Elle est toujours en vigueur. On a bien regardé, vous attention, on a tout fouillé. Elle est toujours en vigueur, elle n'a jamais été abrogée, elle n'est pas abolie, elle n'est pas gagnée. Elle fonctionne, elle est en application. Maintenant qu'ils savent qu'on sait, peut-être qu'ils vont l'abroger. D'accord. On est bien d'accord. Hein? Alors elle dit que tous les territoires appartenant à l'Italie, qu'ils soient colonisés ou plus colonisés, c'est-à-dire libérés, ou qui ont appartenu à l'Italie par ces terres, sont propriétés de l'Italie et sont donc des territoires neutres. Neutralité totale sur la Savoie, la Haute-Savoie, le comté de Nice. Et ce n'est pas aboli. C'est une neutralité totale. Protection neutre. L'armée française, elle viole
les accords de l'ONU. Elle est sur un territoire neutre. Ministère d'armée, gendarmerie, les gens qui vous contrôlent, ce sont des militaires. La police, ce sont des militaires. Le ministère de l'Intérieur, rattaché au ministère de l'armée. Donc, nous sommes, la Savoie, le territoire, en fait, Nice, sont occupés par l'armée française. Donc, aujourd'hui, on n'est pas sous une annexion, on n'est plus sous une réunion, on n'est pas dans une colonisation. C'est le rapport Annabelle Brun parlait de colonisation, mais effectivement, on peut être colonisé, puisque c'était le cas à l'époque, mais aujourd'hui, on est sous une occupation. Le territoire est occupé, vous êtes soumis à une armée étrangère sur votre territoire. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Voilà, je vais vous laisser 2 secondes, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi je vais rebondir. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement avec tout ça? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est l'objet du CJA, donc une organisation civile. On ne peut pas tout dévoiler de la structure juridique, mais ce qu'on veut, c'est un avis consultatif international. C'est un avis consultatif. C'est qu'on veut que la situation soit acceptée internationalement, c'est-à-dire les Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, des pays étrangers de puissance mondiale, valider cette situation. Parce que nous, on est là, on crie dans le vide, et il n'y a pas de réponse, quoi. La France ne répond pas. D'ailleurs, elle est très embêtée avec les procédures. Et donc, mais on peut pas aller dans la rue et puis tout péter, et puis voilà, ça va pas être accepté, ça. Les droits de l'homme, c'est pas respecté. Il faut qu'une structure juridique représentant le peuple puisse, et pas un gouvernement, parce qu'un gouvernement, normalement, il faut qu'il y ait un État qui soit défini internationalement avant qu'un gouvernement soit mis. Donc on ne peut pas faire ça, donc il faut que ce soit une organisation représentant le peuple de savoir à l'international. Donc voilà. Est-ce que financièrement, vous avez les moyens? Non. On a Non. Les moyens, la Savoie, les a, si, elle les a, mais sauf que les gens ne sont pas informés de leurs droits. Ah non, on n'a pas les moyens financiers actuellement. Non. C'est un dossier qui est très coûteux, mais nous avons déjà engagé, et nous avons des mécènes, des donateurs qui ont fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse commencer là-dedans. C'est validé, il n'y a pas de souci. Le dernier dossier qu'ils ont fait nous, et d'ailleurs, je sais bien qu'on en parle, c'est qu'on a fait on avait préparé pour le CJA un courrier au niveau des droits de l'homme, au Conseil de sécurité. On voulait le faire seul, mais comme je suis membre de la Croix-de Chéréal, je ne peux pas envoyer un courrier au nom de la Croix-de Chéréal sans demander l'accord auprès du fondateur de la Croix-de Chéréal, qui est Fabrizio. Donc, je leur ai demandé l'accord de l'envoyer. Quand ils m'ont lu, ils m'ont dit, oula, bon Dieu, c'est merveilleux. Tu ne peux pas l'envoyer comme ça, il faut qu'on co-signe. Donc, Maître Fontabat et Fabrizio ont co-signé le courrier et on l'a envoyé, donc il y a 5 ou 6 signatures dessus, et on l'a envoyé au Conseil de sécurité de l'ONU et aux droits de l'homme. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Puisque Fabrizio, il est comme nous. Malheureusement, il est avocat international, mais il faudrait qu'il soit commandité, qu'il ait une mission par rapport à une organisation qui le mandate, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et il me semble que Fabrizio, il fait partie de quelque chose à l'ONU, il est reconnu là. Oui, alors j'ai vu il est partie de l'association des droits de l'homme qui est installée à Paris. Le siège social est à Paris et en Espagne, à Barcelone. Okay, c'est ça. La Croce Real, le PIDCP, je crois, ça s'appelle le PIDCP. Ce qui me plaît, moi, en tant que chrétien, c'est que Croce Real, c'est la vraie croix. Donc pour moi, je trouve que la vraie croix, elle est là. C'est la croix grecque, c'est la croix blanche grecque, parce que c'est pour ça que notre drapeau est carré. Si on tire même le fil, voilà, c'est pas le bon rapport, en réalité le drapeau c'est carré. Si on tire le fil historico-symbolique de la Savoie, elle porte en elle une puissance qu'on ne saurait imaginer. Et je voulais aussi revenir sur le fait que quand tu as dit que Victor Emmanuel a donné à Napoléon III, il l'a pas donné à la République, à la Savoie. La République ne possède pas la Savoie, elle a rien, elle a même pas le document de propriété. Elle n'a pas les règles. Non, elle l'a pas, puisque la propriété que Napoléon devait se procurer, il date du 23 août 1860, c'est la Convention de Paris, et c'est l'article 10. En fait. Et là, cet article-là stipulait que Napoléon devait notifier à Victor Emmanuel la restitution des archives historiques de la maison de Savoie à Napoléon. Ce qui aurait dû être fait en 47, ça n'a pas été fait, mais ça n'a pas été fait déjà le 23 août 1860.
Donc la France n'a jamais eu de titre de propriété de la Savoie, et les Savoisiens ou les Sardes, comme vous voulez, je ne vais pas de juger là-dessus, n'ont jamais demandé leur nationalité, ils n'avaient pas à le faire en fait. Ils n'avaient pas à le faire. Donc ils sont toujours ça, ils ne sont pas français. Et donc si vous reprenez en 1860, si vous reprenez le code de Napoléon, le code civil, 1804, il est très clair que pour être français, il faut demander la nationalité. Ce n'est pas parce qu'il y a un PP que vous l'avez d'office, il faut aller. L'article 6 le dit clairement, il faut le spécifier, le signifier. Voilà, donc en fait, la France a les mains vides. La France a les mains vides. Elle a les mains vides. Elle a strictement rien. Et d'ailleurs, les documents que la France a demandé, quand elle a vu qu'à l'ONU, elle a été refusée de François, et ça, c'est le travail de Fabrice Bonnard, qu'il avait fait à l'époque, les questions de Nicolas, ça, c'est un très beau travail, il faut reconnaître. Attention, hein. Aujourd'hui, c'est très utile. Voilà. Oui, on l'utilise, hein, mais on le cite. C'est pas notre travail. Quoi. Moi, je faisais partie du mouvement à l'époque qui s'appelait PLS, et j'ai des membres avec eux, et je l'utilise, parce que c'est le dossier à savoir, c'est pas mon dossier, ce n'est pas leur dossier. Ce que nous avons découvert, ce n'est pas mon travail, c'est une découverte que j'ai fait, mais c'est le travail qui nous appartient, en fait, hein. Donc, on le dévoile. Sauf qu'il pour le dévoiler, il faut le protéger. Et pour le protéger, il faut cette structure internationale juridique qui est on n'a pas le choix. Il faut passer par l'international pour arriver à ce qu'on est, ce que vous rêvez tous de faire, retrouver vos libertés, retrouver vos racines, vos ancêtres. Ici, on a Michel Bronard, il a fait son livre de généalogie. L'an 1000, il est remonté à l'an 1000, fondation de la Savoie. Seigneur au service de son Altesse de la Maison de Savoie à l'époque, Michel. C'est le plus ancien qu'on ait aujourd'hui dans notre organisation. On a rentré une commission généalogie, il en sera le responsable, et il y a d'autres personnes. On a Laurent Pignard qui est dans le Frioul, qui va rentrer à tes côtés. Donc, il faut réunir toutes ces personnes qui sont natives de soi, il faut vous montrer, vous revendiquer. Si vous ne vous revendiquez pas, l'ONU, le Conseil de sécurité, le comité des 24, le C24, les droits de l'homme, le Haut Commissariat des droits de l'homme, personne ne bougera, parce que pourquoi bouger si on ne le réclame pas? Il faut que vous réclamiez votre droit. Si vous le réclamez, vous l'aurez. Ne restez pas silencieux. Partons, allez dans la bonne direction, les bons éléments, les bons arguments. Et renseignez-vous. Je pense que vous êtes assez renseignés. Ça fait des années que les gens vous baladent avec de fausses informations. C'est du droit de la Savoie. Et avant tout de l'histoire. Si on comprend le chemin et le cheminement historique de la Savoie, le droit, c'est l'application de cette histoire, tout simplement. Ce n'est pas compliqué à faire. Ce qui est plus compliqué, c'est d'être, comme certains l'ont dit, d'être le cul derrière mon clavier à taper des journées devant l'ordinateur. Mais oui, on est bien obligé pour rédiger les documents pour en arriver là où on en est aujourd'hui. On n'a pas le choix. Voilà, c'est pas voilà. Donc, nous, le CJA, ce qu'on veut faire, donc une fois qu'on est officialisé, c'est faire une plateforme citoyenne que n'importe qui pourra aller dessus, avec toutes les commissions. Et donc, il y a la commission historique et généalogie. Alors, effectivement, on pourrait travailler avec Claude, parce qu'il fait un travail merveilleux là-dessus. Voilà, et puis d'autres. Le but, c'est que les citoyens puissent aller dessus. Donc, il y a tous les papiers juridiques, peut-être des courriers types, après des protections juridiques, mais aussi le domaine de la santé, où dedans, voilà, on a, enfin, il y a plein de monde. Et la partie historique, ce qui est intéressant, c'est vraiment la vraie partie historique, un vrai site où vraiment il y a tout dedans, et avec la généalogie. Parce que on a un ami qui est au Frioul, qui fait partie de notre organisation, qui a été exproprié de ses biens par Napoléon III, et des gens comme ça, il y en a des centaines et des centaines en Savoie qui se sont fait exproprier des biens. Il y en a qui sont smicards et qui sont censés être multimillionnaires, en fait. Donc, il faut remonter tout ça. Et il y a un boulot immense. Enfin, et le CJA, c'est le peuple. Il n'y a pas de gouvernement illimité, non. Il y a 2 millions là, d'adhérents au CJA. Il faut bosser à travers une structure, une plateforme, avec des commissions, avec des responsables de commissions. On va structurer la chose, hein. On attend justement l'officialisation, mais ça fera l'objet d'une nouvelle réunion. Voilà. L'objet d'aujourd'hui, c'était vraiment de se présenter, puis de présenter un petit peu voilà, notre état d'esprit et puis notre façon de voir les choses. Donc voilà. Merci. Bravo. Je voulais revenir sur cette idée de légitimité. Donc on sait que l'État français, la République française, n'a pas les documents de propriété. 1954. Voilà. Mais les 3 gouvernements qui se revendiquent aujourd'hui, ils les ont pas non plus. Ouais. On est bien d'accord.
Et là, je vais encore plus loin avec le GES. Le GES n'a plus sa déclaration dans les mains. Donc, sur quoi il se déclare légitime? Il peut pas se déclarer légitime, il n'a pas le document. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il s'appuie sur la Convention de Montevideo. Ouais, Et bah, Article 12. voilà, article 12, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il n'est pas rétroactif. Voilà, il n'est pas rétroactif, c'est-à-dire qu'il Il ne concerne pas les traités antérieurs. Voilà, ça convient à des gens qui, d'un seul coup, sur une île, quelque part, diraient « Hop, nous, on est indépendants, on fait notre truc ». Mais là, en l'occurrence, c'est pas possible pour nous, parce que l'état de droit simple existait déjà. Bah, il date de 1933, le traité. Il pourrait concerner le traité de paix de 47, mais il ne concerne pas le traité d'annexion de 1860. La légitimité, c'est hyper important. oui, puis ben, l'article 1 de la Convention Montevideo, donc il y a les 4 critères, mais on joue sur les mots, parce qu'en ligne, il y a une population, mais elle n'est pas reconnue internationale. Il y a des territoires, il y a des frontières. Oui, effectivement, on a encore les bornes franco-sardes. Mais si on écoute leur discours, il y a aussi les franco-italiens, parce que c'est que la Haute-Savoie et la Savoie, si j'en... Non, c'est 1760, c'est franco-sarde. Ça va bien plus loin, les frontières vont bien plus loin. Donc bon, si on se reposait dessus, c'est faux. Après, rentrer en contact avec des gouvernements, moi je peux rentrer en contact avec des gouvernements comme ils le font aussi, mais on n'est pas... Enfin, c'est vraiment jouer sur les mots pour légitimer une convention. Alors, cette convention, effectivement, et encore, non, c'est pas sûr s'il y a l'article 12 qui va pas, mais sur l'article 1, une fois qu'il y a tout est reconnu partout, oui, on utilise la Convention de Montevideo, mais on ne peut pas légitimer un territoire. C'est là se demander si volontairement n'a pas été mis en place toute une stratégie pour nous envoyer au cacahuètes. Vous envoyez au casse-pipe, nous on l'a vu. Hein. Claude, on va te donner le micro. Oui. Enfin, Ouais, je voulais juste dire un mot sur... il y a un changement de statut qui est fondamental du pays annexé, peut-être après 1860, hein, après le traité de cession. Et donc, à partir du moment où les institutions internationales confirment le non-enregistrement, la non-reconduction de ce traité auprès des instances internationales, le statut change et on devient un territoire occupé en termes de droit international. Et un territoire occupé, il faut savoir en cas de problème, la première chose qui est faite, c'est que l'occupant doit négocier avec un gouvernement en transition. Donc voilà pourquoi plein de gouvernements existent. Ah, ok, d'accord. Mais il faut qu'il soit reconnu par un État, au moins un État. Ouais. Et un État signataire qui On est d'accord. plénipotentiaire du traité de 47, c'est-à-dire 21 États, en tout 20, puisque le 21e c'est la France, et l'article 102 lui interdit d'intervenir. Non, enfin, là où je vous rejoins, effectivement, il n'y a qu'une seule chose qui permettra à la Savoie d'avancer, c'est son peuple. Mais encore faut-il qu'il se reconnaisse. Mais avec le travail que tu fais dans l'histoire, je vois beaucoup de tes passages sur Internet, les montages, et tu es en train de faire le travail qu'il faut faire. Ça, non. Oui, puis le problème que j'ai eu, quand j'étais un petit peu égaré tout seul, quand on avait un peu les côtés, j'ai rencontré Julien, Pascal, d'autres personnes qui ont tout à fait compris le raisonnement qu'on est ça, on n'est pas savoisien. Parce que si on n'a pas compris ça, on peut pas avancer avec le CGA, ça sert à rien de venir nous rejoindre. Il faut bien vous compreniez qu'en 1720 jusqu'en 1861, les États, le territoire étaient propriété des États sardes. Sardes. Jusqu'au février 1861, où c'est devenu le royaume d'Italie. Même si c'est la maison de Savoie qui l'a fait, on sait. Même On si sait. c'était la Savoie en premier. Donc, vous êtes sarde, la Savoie est annexée en période sarde, administrativement, juridiquement, diplomatiquement. Les accords sont remarqués, hein, c'est un document qui date de 1940, la suspension du traité. Et ils disent bien, les États sardes, vous êtes sardes, ils le disent. Donc, quand les gens ont bien compris qu'il faut oublier comment dire, ce mouvement dans les vidéos, que certains mouvements de manifester des drapeaux de Savoie pour revendiquer la nation des Savoisiennes, c'est jouer le jeu, comme certains le disaient à l'instant, peut-être qui est mis en place pour justement que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'aboutisse pas.